Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et ceci est l'épisode 97, I guess? 97. Mais bon, c'est l'épisode hebdomadaire du Bulletin GP. Et cette semaine, on va se concentrer principalement sur les épreuves sprint, dont la dernière s'est terminée au Brésil après 3 essais. Alors, pour en parler, j'accueille Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Un peu fatigué, un peu d'heures supplémentaires. Et je suis arrivé il y a quoi? 20 minutes à peu près? Donc... Un guerrier. Eh oui, effectivement. Donc, un petit peu plus d'argent. Donc, surtout avec le temps des fêtes qui arrivent. Bref. Ça se prend bien. Ça se prend bien. Mais avant de commencer à parler de sprint, Marc-André, on va revenir évidemment sur la nouvelle de la semaine. Je ne sais pas si tu étais au courant, tu avais hâte qu'on en parle. Oui, quand même. Ouais. Mais c'est une nouvelle quand même assez importante dans le monde de la Formule 1. Oui. Une nouvelle qu'on attendait par contre, mais qui fait toujours plaisir. T'es sûr qu'on l'attendait? Ben oui. Tu as été surpris? Ben oui, j'ai été énormément surpris. C'est vrai? Ouais, j'ai été énormément surpris de voir cette nouvelle arriver. Et moi qui pensais que on n'avait pas assez de drama en Formule 1. Mais non. On apprend... Jamais. Écoute, on apprend que Antonio Giovinazzi a perdu son volant chez Alfa Romeo pour la saison 2022. Alors, oui, tu n'étais pas là la semaine dernière quand on en a parlé avec Anna Maria. Donc, maintenant que c'est officiel, que penses-tu du départ de Giovinazzi? Ben, c'est un pilote rempli d'inconstance pendant toute sa carrière en Formule 1. Des fois, il avait des super bons coups. Parfois, c'était l'une de ses pires courses de sa carrière. Donc, moi, c'est un pilote que j'ai appris à aimer, je te dirais, l'an dernier. Parce qu'avant ça, je le trouvais un peu désagréable sur la piste. On dirait que c'est un pilote qui manquait de saveur, qui manquait un petit quelque chose qui pouvait me donner un intérêt d'avoir de l'intérêt envers lui. Donc, je suis quand même pas heureux de son départ parce que bon, je pense qu'il a fait de belles choses en Formule 1. Il a réussi à aller gagner des points importants à quelques reprises pour Alfa Romeo. Mais à un moment donné, il y a des moments où de nouveaux pilotes doivent faire leur entrée. Et c'est la chance de Zhou de rentrer un jeune pilote chinois qui a quand même un certain potentiel. Premier pilote chinois également à entrer dans la compétition, ce qui est pas rien. Et il arrive, comme on le sait, avec un 30 millions en poche, ce qui est assez apprécié des écuries. Donc, ce n'est pas trop surprenant pour moi. Maintenant, va-t-il faire le travail sur la piste? Ça, c'est une question que seul lui va pouvoir répondre à partir de l'an prochain, à partir des essais libres hivernaux, à partir des premiers Grands Prix. Maintenant, c'est à lui de faire le gros du travail durant l'été et durant la saison morte, pour monter son niveau et espérer arriver en grande forme. Parce que il va avoir une certaine pression, Zhou. Il arrive avec... à chaque fois qu'un nouveau pilote entre dans la compétition, il arrive avec une certaine pression, c'est normal. Il n'était pas en Formule 1 pour rien. Mais lui, en plus, arrive avec un gros chéquier. Ça fait longtemps qu'on en parle des gros chéquiers. On veut qu'ils performent en Formule 1 pour prouver que ce n'est pas seulement en raison de leur argent qu'ils sont là. Donc, c'est clair qu'un 30 millions dans l'état actuel où les gens commencent à dire « Ouais, c'est vrai que quand tu es riche, peut-être que tu as plus de chances de rentrer en Formule 1. » Mais ça va être à lui de prouver que, bon, oui, tu peux être riche et avoir du talent. Maintenant, moi, j'ai pas de contrôle sur ça. On va pouvoir uniquement le juger, soit positivement ou très négativement à partir de l'an prochain. Oui, exactement. Puis, je dois dire quand même que Zhou, officiellement, ne fait plus partie de l'Académie d'Alpine, puisque, évidemment, c'est un contrat qui est lié avec Alfa Romeo. Et ils sont pas à plaindre, ils sont allés chercher Piastri. Eh oui. Piastri comme pilote de réserve, donc avec évidemment une occasion de se faire valoir
peut-être l'année prochaine si jamais il devait rester. Moi, j'ai hâte. Ah oui, J'espère qu'il va avoir une petite chance. Un petit pilote malade, là. Une petite gastro. Moi, eh ben, écoute, c'est sûr que je ne souhaite pas à quelqu'un d'être malade Non, non, ou quoi non, que non, ce soit. bien sûr. Évidemment, mais C'est je quelque comprends chose de ton pas point. trop grave. Ouais, exactement, je comprends effectivement ton point. Mais de toute façon, il aura droit à la super licence, aux Oui. 40 points de la super licence, de toute façon, étant donné que il y est. Mais il y a aussi Antonio Giovinazzi sur Instagram qui a dit bon, que l'argent en Formule 1, c'est ruthless, mais on s'entend que... J'ai pas aimé ce commentaire-là. Je sais pas pour non! toi. Moi, j'ai trouvé que c'était comme le, le vieux mononcle qui est fâché parce que... Le vieux mononcle alcoolique qui est fâché parce qu'il il est sorti de la fête. J'ai comme senti de la haine. J'ai comme senti, je sais pas, ça m'a rendu triste de voir ça parce que oui, c'était un pilote qui, bon, comme on connaît un peu son histoire, là, pas très nanti, où il a eu besoin de son talent pour entrer en Formule 1. Mais à un moment donné, comme je disais tantôt, il vient un temps où si tu n'as pas réussi à avoir des performances suffisantes pour devenir un incontournable en Formule 1, il y a d'autres pilotes. C'est malheureux, mais je ne considère pas que Giovinazzi, pendant toute sa carrière, a été indispensable à une écurie. Non, parce que il faut aussi le préciser que Giovinazzi, une bonne partie de sa carrière, non seulement a été financée parce qu'il est un pilote Ferrari, issu de l'environnement Ferrari, mais aussi sa carrière a été financée en bonne partie par PFK en Indonésie, dont le propriétaire est le père de Sean Gelael. Tu vois, il y a des connexions qui se font aussi. Et c'est ça aussi, l'argent. Oui, je comprends, l'argent, c'est ruthless. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, en fait, en Formule 1. Non, c'est ça. C'est le pain et le beurre de la Formule 1. Puis, il faut pas se fâcher non plus énormément parce que, bon, c'est dans la nature, malheureusement, de la course automobile. C'est dans la façon dont c'est fait. Écoute, c'est une voiture quand même. On voit à quel point les bris coûtent cher cette année avec un plafond salarial. Je pense que plus que jamais, on constate à quel point c'est cher gérer cette business-là. Ouais. Nous, on aime ça. Je comprends les gens de détester ça puis de trouver que c'est un peu trop, mais rendu là, regarde. Je pense que on va apprécier ce qu'on a. On va apprécier le spectacle qu'on a également cette année. C'est extraordinaire. Donc, oui, écoute, l'argent fait partie de la question. Maintenant, il faut juste l'accepter et passer à autre chose. On profite de l'art. Et maintenant, Giovinazzi va aller avec une écurie en Formule E. Avec Dragon, Dragon. Très bonne écurie en plus. Exactement. Donc, pour une fois, je crois qu'il a une chance de montrer tout son talent dans une compétition qui est peut-être plus à sa hauteur. Et je veux vraiment pas lui manquer de respect. Ce n'est pas mon but ce soir. Mais je trouve qu'enfin, il va pouvoir se démarquer parmi les autres et peut-être même avoir une chance de remporter le championnat en Formule E. C'est parce que il est un bon pilote. Mais il a eu de la difficulté à se sortir la tête de l'eau à des moments importants. Souvent, il faisait une petite erreur. Tu sais, son entrée en Formule 1, ça n'a pas été facile. Ouais. Les premiers Grands Prix, si je me trompe pas, il les a pas finis. Moi, je me rappelle du petit Giovinazzi qui rentre en Chine puis qui ne finit pas la course. Ouais. Bon, ça fait bien longtemps, là. Mais j'ai encore peut-être aussi ce mindset de ce pilote qui entre en Formule 1 et entre en contact avec le mur. Je pense que c'était dans le dernier virage pour s'en aller vers la ligne droite, si je me trompe pas. Ouais. Hein. Je me souviens, il avait tapé 2 fois Il le avait mur. tapé, ouais. Je pense une fois lors des essais ou en qualif et l'autre c'était en qualif, course. puis après ça, c'était en course. Ouais, Ouais, exact. Mais regarde, respect à lui. Ouais. Son passage à Formule 1 va quand même avoir été marquant dans les dernières années. Je pense que c'est un pilote, malgré tout, qui ne va pas être oublié. Ouais. Parce qu'il a fait de bonnes choses. Tu sais, quand je vais repenser à mes années de, je sais pas moi, c'était quoi? C'était 2018 à 2021. Ben, je pense que Giovinazzi,
si on me dit Giovinazzi, ça va me dire de quoi c'est positif parce que ça dit qu'il a apporté quand même quelque chose à la Formule 1. Ouais, et aussi sa belle crinière. Oui, effectivement. Mais moi, personnellement, je pense que la Alfa Romeo, surtout cette année et l'année dernière, elle n'était pas à la hauteur. C'est vrai. Mais les performances n'étaient pas là. Puis même, et je dirais même, il y a aussi une part où il a commencé à être frustré par les stratégies douteuses de son équipe. Entre autres, le Grand Prix de Mexico City, où il était dans le top 10 après un super bon départ. Mais bon, Alfa Romeo, je ne sais pas pour quelle raison, a décidé de le faire entrer beaucoup plus tôt pour une course à un arrêt. Il n'était pas très content d'ailleurs, mais ça. Est-ce qu'à ce moment-là, il le savait, peut-être? Ouais, moi je pense que. Moi, je pense que oui. Il y a ça, puis aussi l'épisode, comme je le disais, en Turquie, où il refusait de laisser passer Raikkonen pour que ce dernier aille chercher Esteban Ocon pour le dernier point disponible. Mais, ouais, non, moi je pense qu'il le savait déjà. Je pense que c'était un secret de Polichinelle que Guan Yu Zhou allait arriver en Formule 1 chez Alfa Romeo. Maintenant, ça va être pour combien de temps? Parce qu'il y a Théo Pourchaire qui va arriver d'ici minimum 2023. Alors, ouais, vas-y. Vas-y. Je me souviens d'un épisode où je mentionnais que Zhou était un peu, justement, un pilote de transfert. C'est plate pour lui parce qu'il se retrouve un peu comme la deuxième paire de mitaines que tu utilises à chaque fois. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, parce que bon, tu devais faire un transfert entre Giovinazzi qui n'allait nulle part et qui n'aidait pas nécessairement ton écurie à un moment de transition avec Théo Pourchaire qui est trop jeune. Tu veux pas non plus le pousser trop rapidement, donc ça te prenait ce petit pilote de transition et c'est vraiment une position qui est pas très favorable pour Zhou. Mais c'est à lui de prouver que quand Pourchaire va arriver et qu'il va avoir besoin d'un siège, et que Zhou va avoir fait assez pour peut-être rester avec Alfa Romeo ou avoir un nouveau baquet ailleurs. Donc, ça va être ce jeu de chaise musicale que Zhou va devoir gagner. Maintenant, je prends la petite balle puis je lui mets entre les mains. Puis c'est à lui de faire le travail. Ouais, la balle est dans le camp de Zhou à partir de 2022. Et même maintenant, parce qu'il se bat pour le championnat de Formule 2 contre Oscar Piastri, justement. Alors, Puis imagine sortir de la F2 avec une petite victoire en poche au championnat. Ce serait quand même apprécié pour un pilote comme ça. Je pense que pour la confiance, pour tout ce que ça l'amène, ça peut être très positif. Effectivement. Donc, on voudrait avoir votre opinion sur justement le changement de siège chez Alfa Romeo. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Est-ce que Antonio Giovinazzi va vous manquer, outre le fait qu'on l'appelait le Jésus italien? Alors, donc, ça c'est à suivre. Évidemment, il fallait que je plug Jésus italien. Génial. Donc, on check. Donc, ça c'est check. Maintenant, on va parler de notre sujet principal, les qualifications sprint qu'on a vu en fait lors du Grand Prix du Brésil pour la 3e et dernière fois en 2021. Donc, c'est un nouveau format qui est arrivé cette année. Ça a été testé à 3 reprises lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, celui d'Italie et maintenant celui lors du Grand Prix de Sao Paulo. Donc, c'était une mini-course de 100 km, donc 17-18 tours dans le cas de Silverstone et de Monza, 24 dans le cas d'Interlagos. Et celui qui remportait cette qualification sprint s'assurait de la pole position, en plus d'obtenir 3 points supplémentaires au championnat, 2 pour celui qui finissait 2e et celui qui finissait 3e allait obtenir 1 point. Évidemment, avec une sélection de pneus
au choix, en fait. Non, c'était tous des... je pense que c'était des gommes tendres, si je me souviens bien, que tout le monde utilisait. Hein. Donc, Marc-André, quel est ton verdict général de ces sprints maintenant que le tout a été testé sur 3 circuits différents dans 3 environnements différents? Mon verdict, c'est que j'ai apprécié. Maintenant, je vais essayer de développer pour que ce soit clair. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup à faire pour que ce format soit optimal et offre le plaisir que la Formule 1 veut donner à ce format. Là où je veux aller, c'est que, bon, il va falloir sélectionner les circuits qui sont, premièrement, les plus favorables au dépassement. Mm-hmm. Avec les données que nous allons réussir à avoir avec les nouvelles voitures. Parce que ça, je crois que s'ils réussissent à faire ce qu'ils veulent, qu'il y ait plus de dépassements, que les voitures puissent se suivre beaucoup plus facilement, ce que ça va offrir, ce sont des circuits qui vont être magiques. Honnêtement, il va y avoir quelques circuits où tu vas dire « Wow, ça va être beau à suivre ». Donc, ce sont ces fameux circuits que l'on va devoir sélectionner pour optimiser le plaisir des fans avec ces courses. Maintenant, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on garde la course qualificative? Moi, j'ai pas détesté, mais en même temps, je pense pas qu'on a révolutionné la course automobile. Je ne pense pas que c'est avec ce format que l'on doit y aller all-in, qu'on doit aller le tout pour le tout. Je pense qu'on doit absolument garder le format actuel des qualifications comme on le connaît, qualification 1, qualification 2 et qualification 3, mais garder certaines épreuves qui y sont plus favorables pour garder ce système, pour que ce soit un petit peu plus intéressant aussi pour les fans, pour qu'il y ait du nouveau à quelque part. Moi, j'ai aimé ça à chaque Grand Prix où il y avait la course sprint. Je me disais, waouh, je suis un peu dépaysé. Même, j'ai été surpris parce que j'avais un peu oublié qu'il y avait une course sprint au Brésil et j'ai complètement manqué les qualifications. J'étais très occupé. J'avais une énorme journée. Habituellement, je m'assois, je l'écoute. Mais habituellement, c'est arrivé 2 fois avant. Mais habituellement, je m'assois et je les écoute. Là, ça m'a complètement sorti de la tête. Donc, il y a ça aussi. Et la Formule 1 va devoir trouver un moyen que les fans soient au rendez-vous au bon moment. Maintenant, il y a plusieurs choses à faire. Je pense que j'ai pas détesté non plus les qualifications de vendredi. Ça ajoute une journée importante à la fin de semaine qui, disons, pour optimiser encore, j'utilise ce terme, la fin de semaine des partisans qui sont sur place. Mm-hmm. Bon, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour ceux qui sont pas sur place, qui sont à la télévision et qui regardent de la maison, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Maintenant, moi, je suis un fan et que ça plaise à quelqu'un ou pas, je suis un fan de la grille inversée. Je crois vraiment que c'est avec ce format que l'on va révolutionner le tout. On l'a vu avec Lewis. Quand un pilote du talent de Lewis se donne à 100% pour remonter la grille, ça donne un spectacle hallucinant. Oui. Ça donne un spectacle. Et imagine si plusieurs pilotes le faisaient. Maintenant, je sais que plusieurs vont dire que sportivement, c'est pas super. Je vous le donne. Mais à quelque part, on n'a pas le choix non plus d'essayer des choses, que ça fonctionne ou pas. On est dans un monde où on doit absolument rester entre guillemets, et je pense que ça peut passer par la grille inversée. Maintenant, est-ce qu'on la met en termes de qualification, cette grille inversée-là? J'ai changé mon opinion. Je pense que ça pourrait tout simplement être une course le samedi, grille inversée avec un nombre de points X, sans enlever, bien sûr, la glamour et l'importance du dimanche. Il y a quelque chose à travailler. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bon, pour la grille inversée, on va garder ça un peu pour plus tard. Nous, comme on verra un autre débat. Oui, exactement. Un peu plus tard dans cet épisode, d'ailleurs. Moi, personnellement, comme toi, j'ai vraiment aimé les qualifications sprint. Ça a donné une meilleure dynamique
sur les Ouais. 3 jours de Grand Prix parce que vendredi, on arrive. Normalement, le vendredi, ce sont les essais. Tu pourrais carrément skipper ça à part si c'était de nouveaux Grands Prix où tu veux voir les images. Comme par exemple le Qatar demain. Oui, vas-y, Marc-André. Je me questionne, est-ce qu'il y a une manière, puis il faudrait observer le tout, d'améliorer le spectacle des essais libres? Je sais que c'est une fin de semaine c'est des moments qui appartiennent aux écuries. C'est des moments pour des tests. C'est des moments pour, mais c'est sûr qu'il y a une manière de rendre ça plus intéressant pour les fans, qui est un gâteau à la fin, qui est une cerise à gagner, qui est quelque chose à gagner. Je pense que si on réussissait à trouver une manière que d'intéresser les essais pour les fans, je pense que ça pourrait être important. Parce qu'en ce moment, honnêtement, les essais libres, c'est un peu... Il faut que tu sois sur place pour apprécier le spectacle. Ben, Moi, m'asseoir pendant 3 heures, honnêtement, c'est plus difficile, disons. mais tu vois, tu me fais penser en MotoGP. En MotoGP, il y a, je pense, c'est la troisième séance d'essai qui compte parce que elle a un impact sur sur la séance de qualification. Alors que bon, ça c'est Marc-André qui se joint à nous. Mais Double. en double. Mais le truc, c'est que je pense qu'en MotoGP, la troisième séance détermine en fait la Q1, en fait. L'ordre de ceux qui vont participer à la Q1 et les 10 premiers qui vont et les 10 premiers qui vont aller en Q2, si on peut dire. Il faudrait juste que je revoie un peu le format, mais je sais qu'en MotoGP, Mais tu vois, déjà, la troisième séance d'essai, elle est importante pour justement déterminer un peu le début des qualifications. déjà là, je trouve que c'est plus intéressant, plus palpitant de regarder quelque chose qui a une importance dans la fin de semaine. Alors qu'actuellement, les essais libres en Formule 1, moi, j'aime voir les voitures, j'aime tout, mais je suis désintéressé. Je ne prends pas le temps de les regarder, malgré que je sois abonné à F1 TV. Présentement, le seul bonheur que F1 TV m'offre, c'est d'écouter des anciennes courses et des courses historiques. Mm-hmm. C'est mon 70$ que je paye par année, il me sert à ça. Ouais. Donc, ça me va. Mais j'aimerais pouvoir regarder les essais et avoir du plaisir. Moi, je pense que c'est par là qu'on va vraiment réussir à trouver un juste milieu pour intéresser les fans à 100% dans les fins de semaine. Ouais. Je ne dis pas de mettre un système de points nécessairement là, dans les essais. Là. Ce serait de voir trop grand, puis j'aimerais pas ça non plus. Mais il y a quelque chose à travailler. Les dirigeants de la Formule 1 n'ont pas le choix de s'asseoir ensemble bientôt pour trouver une manière. Ouais. Parce que honnêtement, pour revenir au format, les essais, la deuxième séance d'essai avant le sprint, c'est pas une bonne idée. Je trouve pas que ce soit une bonne idée. Moi non plus. Bon, on reparlera de comment nous on verra nous on voit en fait le format, mais Jays, ces sprints ont eu une importance sur l'issue du Grand Prix le dimanche. Par exemple, bon, à Silverstone, Hamilton s'est qualifié, a obtenu la pole, bon, on va dire, a été élu Speed King par Pirelli. Chris, que je déteste cette appellation. Speed King. Ensuite, Verstappen a obtenu, je pense que c'est Verstappen qui a obtenu les 3 points du sprint commandité par Crypto.com, qui va devenir le nouveau nom de l'aréna qui va remplacer le Staples Center à LA. C'est vrai. Et ensuite, bon, il y a eu ce fameux moment au premier tour, dont on n'en reparlera pas, s'il vous plaît. Mais il y a eu une importance. Alors qu'à Monza, par exemple, tu vois, t'as Daniel Ricciardo qui
non seulement profiter de la pénalité de Bottas, mais aussi de mauvais départ de Lewis Hamilton pour débuter la course de dimanche en première ligne et ainsi gagner le Grand Prix grâce à une stratégie réussie et un arrêt botché de la part de Red Bull et évidemment cet accrochage en ce contact entre Hamilton et Verstappen. Et au Brésil, ben, ça a été tout simplement le Lewis Hamilton Show. Mais ça a donné beaucoup de dynamisme sur le week-end de Grand Prix. Chaque journée avait son importance, sauf la FP2. Uh-huh. Donc, C'est vrai. moi, je pense que, bon, personnellement, moi, je trouve que c'est bien, ça dynamise bien un week-end. Et je pense que ce n'est pas vrai que la Formule 1 va rester éternellement avec le format actuel, avec 3 séances d'essai, la qualification et la course. Il y a moyen de rendre ça un peu plus dynamique parce que, Mhm. évidemment, Un peu d'innovation, ça peut pas faire de tort non plus. c'est ça. Parce qu'on s'entend, il va. Et bon, ça vient de la bouche de Ross Brown qui dit que, bon, maintenant, tous les promoteurs veulent une qualification sprint. Peut-être, évidemment, ça ne s'appliquera pas à Monaco. On s'entend tout de suite. Mais ça pourrait être important pour les promoteurs, au moins de rentabiliser la journée du vendredi. Et je pense que c'est ce qui a été parfait pour surtout Silverstone parce que des 3 fins de semaine, je pense que la journée du vendredi à Silverstone, elle était excellente, elle était exceptionnelle. Mm-hmm. Et surtout, à l'heure où ça s'est produit, les qualifications en fin d'après-midi, début de soirée, avec la faible lumière en plus, c'était chef kiss. Oui, moi aussi j'ai bien apprécié surtout cette course à Silverstone. Maintenant, comme tu le dis, il y a de l'innovation à faire. Puis c'est un sujet qui est constant depuis des années, le mode de qualification et tout. Et je pense que la Formule 1 a trouvé une manière brillante d'amener les choses. Moi, je suis surtout fier des écuries parce que, bon, à la fin, c'est eux qui ont le dernier mot. Hein, c'est les écuries, c'est surtout Ferrari avec son droit de veto qui a, qui a le mot à la fin. Et moi, je suis fier que les écuries aient embarqué dans le projet. Ouais. Parce que c'était important pour nous, les partisans, d'avoir quelque chose de nouveau et que ne fasse pas semblant que le spectacle était parfait et qu'il ne fallait pas de changement. J'ai trouvé l'ouverture des partisans de la Formule 1 m'a rendu fier. Ouais. J'ai juste hâte de voir ce qu'il va avoir dans les prochaines années. Maintenant, on a annoncé 6 courses, si je ne me trompe pas, sprint l'an prochain. Moi, ça me va. Tu montes catégoriquement de place. Et moi, j'espère le voir au Canada. Ça avait été annoncé comme étant l'une des premiers endroits à pouvoir accueillir les courses sprint. Malheureusement, le Grand Prix du Canada n'a pas pu l'accueillir. Donc, je crois fermement que ça va intéresser encore la Formule 1 de le mettre là-bas. Et je pense que ça peut être un endroit très, très utile à la Formule 1 pour l'instaurer. Pour la continuation des choses. C'est un circuit qui est bien ouvert pour les dépassements de longues lignes droites. Donc, je pense que les pilotes vont pouvoir s'amuser s'ils le veulent pendant, peut-être 20 tours, 24, 21 peut-être. Donc, j'ai hâte de voir. Mais non, moi, comme pour faire un petit recap, là, pour faire une récapitulation de tout ça, j'ai aimé. Je crois qu'il y a de l'évolution à faire. Il y a des choses à améliorer, mais on va dans la bonne direction avec ce mode de qualification. Maintenant, il faut absolument qu'il y ait un changement. Donc, un Grand Prix sur 3 peut-être. À un moment donné, ça pourrait être des courses comme ça. Maintenant, peut-être que les écuries vont moins aimer ça. Mais à quelque part, le spectacle mène sur l'argent et j'espère que c'est important. Parce qu'on s'entend que, évidemment, tout cela, il y a des impacts financiers, il y a des impacts marketing. Tu sais, quand je te disais le speaking
du le Speed King pour être élu le Speed King, c'est normalement commandité par Pirelli. Toute l'après-course, l'après-sprint, la sprint elle-même, elle est commanditée par Crypto.com. Alors, évidemment, même du côté de la FOM, on tente probablement d'instaurer un mini championnat sprint pour déterminer c'est qui est le vainqueur qui est le champion sprint. En temps normal, on aurait eu égalité entre Valtteri Bottas et Max Verstappen. Évidemment, il y a des impacts financiers. Et moi, je pense que on va régler tout de suite le cas de la pole position parce que ça a été un gros débat à savoir est-ce que la séance de qualification du vendredi devrait déterminer la pole position ou est-ce que ce serait le sprint du samedi? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment, excuse, j'étais dans la lune. Pas de problème. En fait, est-ce que tu crois que la séance de qualification du vendredi, si on gardait le même format, en fait, si la séance de qualification du vendredi devrait être celle qui détermine la pole position et non le Speed King, ou on garde c'est samedi qu'on détermine la pole position? J'espérais que tu ne me poses pas la question parce qu'honnêtement, je suis extrêmement départagé. C'est difficile à dire parce que moi, je trouve ça cool. Je trouve ça bien qu'une course puisse déterminer la qualification. Mais en même temps, je suis très attaché au mode de qualification qu'on a actuellement. Mm-hmm. Je trouve que c'est un bon juste milieu où ça offre la chance à tout le monde d'y aller pour sa chance. Ça l'offre aussi la chance d'avoir des surprises à l'occasion quand la surface et que la piste se réchauffe et qu'on a des pneus qui vont super bien. Puis là, il y a des écuries qui prennent la décision de ne pas rentrer. Puis ça l'offre beaucoup de choses intéressantes pour les fans. Maintenant, je sais pas. C'est tellement dur à dire. Je sens que c'est pas à moi non plus de m'exprimer là-dessus parce que je suis trop départagé. Non, je te comprends, mais Et de ton côté, bof, moi... Tu te situes où, en fait? En fait, juste pour essayer de ne pas vomir en entendant Speed King, je préfère que la journée du vendredi soit la si séance c'est du juste ça, on va changer de nom. non, mais plus honnêtement, je pense que pour regarder une certaine tradition en Formule 1, je pense que la séance de qualification telle qu'on connaît devrait être celle qui détermine la pole position et que le sprint soit considéré comme un genre de mini-course et non une genre de course qualificative qui va déterminer la grille de départ. Moi, je pense que, personnellement, la séance de qualification du vendredi devrait déterminer celle de la course de dimanche, mais je sais pas, par exemple, c'est un peu compliqué, ouais. Ouais, c'est très compliqué. Ça va être... Imagine si nous, on a de la misère, à quel point les dirigeants de la Formule 1 doivent se gratter la tête. Ouais, parce qu'il y a... Ce sont de grandes décisions aussi. Ouais. Parce que c'est surtout au niveau statistique aussi. Parce qu'il y a souvent eu cette question à savoir est-ce que on doit déterminer la pole position en fonction du meilleur tour ou bien de celui qui est le premier, en fait. Donc, ouais. Ça aussi, c'est parce que les deux offrent quelque chose d'intéressant. Mm-hmm. C'est ça le problème, c'est que les deux apportent quelque chose à la Formule 1. Puis que tu dois prendre une décision à un moment donné, tu peux pas rester dans l'inconnu. Tu dois prendre une décision. Bon, la course samedi devient complètement indépendante. Mm-hmm. On garde ce format de la qualification sert à faire les choix pour le samedi, puis ensuite le samedi décide pour le dimanche. Donc, moi je regarde ça, puis je n'aimerais vraiment pas être dans
dans le chandail de la FIA parce qu'il y a de grandes décisions et de Liberty Media. Il y a des grandes décisions à prendre prochainement. Et rendu là, moi, je suis prêt à leur laisser le bénéfice du doute. Ils peuvent tester des affaires. Je pense qu'on est là pour ça aussi, d'évoluer le sport pour que ce soit le meilleur et pour que ce soit encore plus optimal pour les fans. Et moi, je suis prêt quitte à faire des erreurs. On se souviendra du fameux modèle de qualification en 2016. Arc. J'en fais encore des cauchemars, mais Une chose que j'ai oublié, ça. moi, je salue quand même l'initiative de tenter quelque chose. Ouais. Ils ont reculé assez vite, puis une chance. Ouais, mais la différence, c'est que ça a été imposé. Là où il y a eu une décision plutôt Oui. démocratique. L'échec de 2016, c'est parce que ça a été, disons, imposé, puis ensuite voté. Bon. Mais là, ici, on parle d'une décision qui a été votée librement. Parce que sinon, les écuries auraient pu dire non, non, get lost, on veut pas ton format sprint de M. Mais De là, mon respect pour les écuries, parce qu'ils ont essayé. c'est ça. Donc là, pour ce qui est de la pole position, c'est un gros problème à régler aussi, parce que naturellement, est-ce que ça va impliquer justement, comme tu dis, que ce soit que le format sprint soit quelque chose d'indépendant, comme on le voit dans plusieurs séries, dont la Formule 2 ou Formule 3, ou sinon, ça va impliquer qu'on garde le même format et que celui qui gagne la course, qui franchit la ligne d'arrivée en premier, va obtenir la pole position. Donc, c'est quelque chose qui va devoir être revu, d'après moi. Mais je crois que normalement, on devrait déterminer celui qui a obtenu le meilleur temps, la pole position, et non via la course, via le sprint. Je ne me souviens plus, j'ai pas vu l'information. Est-ce que les 3 autres courses qui ont été ajoutées l'an prochain ont été imposées ou il y a eu un vote? On ne sait pas encore parce qu'il n'y a pas encore de décision. Encore, hein? Parce qu'on ne sait pas si ce sera vraiment 6 courses. Est-ce que peut-être qu'il peut en avoir 4, mais je pense que c'est une intention de la part une intention, exact, c'est ça qui est. De la part de la on verra dans les prochaines semaines. Moi, je trouve que d'ajouter 3 courses, c'est la suite des choses. Ça peut être 5, ça peut être 4. Faites ce que vous voulez. Maintenant, gardez notre spectacle et offrez-nous des dépassements. C'est la seule chose qu'on veut. Imagines-tu, là? On est à... Ouais, j'essaie de voir mon calendrier. 5 mois. 5 mois, ouais. 5 mois de l'évolution, enfin. Que l'on attend depuis 2 ans en raison de la pandémie. Enfin. Oui, enfin. On va l'avoir. Et c'est ça aussi qui va être très important. Les fameuses voitures. Oui. Les fameuses voitures. Et ça Sans va être... eux, on ne peut plus rien faire. Exact. J'ai souvent dit, moi, je pense que si la performance de ces voitures-là n'atteint pas ce que la Formule 1 promet, il y en a beaucoup qui vont lâcher. J'ai l'impression. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. J'espère parce que là, on entre dans une ère vraiment importante pour la Formule 1. Et avec tout ce qui est matière écologique aussi, la Formule 1 ne veut pas faire les choses à moitié aussi. Alors, cette évolution de voiture, elle doit être réussie dès la première année. Bon, OK, peut-être pas dès la première année, mais au cours des premières années. Donc, et je pense que c'est avec ces voitures que le sprint va être à son meilleur. Si les voitures sont capables de se suivre sans problème, que les pilotes soient capables d'effectuer des dépassements sans être impactés par l'air sale, et tout parfait. Parfait, là, le sprint peut fonctionner. Donc, toi, Marc-André, je vais te donner... Est-ce que tu as une idée de format pour un week-end de Formule 1 incluant le sprint?
J'aime l'idée de le faire sur 3 jours. J'aime l'idée que le vendredi ait plus d'importance. Ça, c'est sûr. Moi, je veux absolument, je le disais tantôt, je veux absolument qu'on trouve une solution pour donner plus de vigueur aux essais libres. Maintenant, Mhm. tu me parles de format. Euh, Moi, j'enlèverais probablement l'essai 2 le samedi. Hmm. T'en parlais tantôt, puis j'étais complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est trop. On dirait premièrement, on dirait qu'on l'oublie, là. Moi, pour être honnête avec toi, j'ai comme oublié que j'ai vu comme des résultats rentrer, puis j'étais comme, ah, ben oui, c'est vrai, il y a un essai juste avant la course. Mais en même temps, ça l'offre l'opportunité aux écuries d'aller chercher des données importantes. Mhm. Euh, donc, ça va être à eux de décider s'ils veulent le garder ou non. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont le garder parce que bon, aucune écurie va cracher sur ce temps-là. Non, je trouve que le format actuel m'interpelle positivement. Donc, moi, je ne changerais rien parce que je veux en voir plus. Tu sais, ce ne sont pas non plus avec 3 courses que nous pouvons nous faire une idée claire sur la Mhm. situation. Je pense que ça va nous prendre un échantillon peut-être plus grand, quitte à avoir, bon, comme je te le disais, si on réussit à avoir 6 courses lors de la prochaine saison, on va quand même avoir 9 courses d'échantillon. Moi, je trouve que déjà là, on a quelque chose de plus fort Mhm. pour décider si on le conserve ainsi ou pour apporter des changements. Ouais. Et est-ce que tu inclurais la grille inversée? Moi, oui. Moi, Ok. je suis un fan. Tu sais, je pense que les gens qui nous écoutent là, le savent que moi, je suis un fan de la grille inversée. Je veux voir ça. Euh, oui, c'est chiant pour les pilotes qui sont derrière. Oui, ils vont se faire dépasser. Il y a cet aspect-là aussi qui est important parce qu'il ne faut pas non plus ridiculiser les écuries de fond de peloton puis tout ça. Mais si on réussit à aller chercher une stabilité puis premièrement une parité meilleure en Formule 1, je pense que déjà là, ça va être moins injuste. Mhm. Si on réussit à avoir ça, good job, bien joué pour tout le monde. Ça va être à voir à partir de l'an prochain. Mais ce que ça l'offre aussi, la grille inversée, c'est un spectacle. Et moi, je trouve que le samedi pourrait servir à ça. Parce que Mhm. bon, le dimanche, c'est tellement important, c'est tellement gros que tu n'as pas le choix de le garder comme ça. Puis, tu n'as pas le choix non plus que tes autres événements, le vendredi et le samedi, soient moins importants et Mhm. moins de punch. Donc, ma vision, c'est que les qualifications du vendredi, moi, je laisserai les qualifications le vendredi. Mhm. Tu fais les qualifications le vendredi pour le dimanche. Et la grille inversée, c'est tout simplement comme on le connaît. Là, Max Verstappen commencerait dernier lors du samedi. Puis, bon, maintenant, ce serait à départager là, le nombre de points qu'on donnerait à cette fin de semaine. Ça pourrait être la moitié des points. On dit là, euh, pour offrir vraiment un, un important cachet. Là. Parce que si la course là, vaut juste 3 points, là, regarde, tu dis, regarde, si je ne réussis pas à aller le chercher, c'est pas si grave dans ma saison. Mais si ça vaut un petit 12 points, là, tu as peut-être quelque chose. Là. T'as un incitatif important pour les écuries de début de peloton à se dire, OK, regarde, cette course-là, on ne peut pas l'échapper. Parce qu'actuellement, ce petit 12 points-là, écoute, très la différence. Ouais, mais il y a peut-être quelque Mais en même temps, chose. t'enlèves de Ouais, vas-y. l'importance encore plus à ton dimanche. Donc, je suis départagé encore là. Je sais pas de ton côté. Avant de te donner mon format, moi, je n'aimerais pas voir une grille inversée complète. C'est-à-dire, c'est moi ce que je verrais comme grille inversée si jamais, par exemple, ton La idée était moitié, proposée, ce serait le top 10. ok. La C'est pas fou. Q3 serait, en fait, le top 10. Ok. Serait la grille Ouais, inversée. intéressant. Parce Ouais. que oui, on est très cool. C'est très cool d'avoir vu Hamilton dépasser 25, avoir 25 dépassements au cours de la course. Ouais, je comprends. Cependant, s'il y a un championnat à jouer et s'il y a un championnat à jouer et que tu obtiens la pole et que, par exemple, tu devais partir dernier sur un circuit où, par exemple, tu aurais de la difficulté à dépasser, Ouais, je comprends. j'aurais un peu de mal ce serait comme Mais en donner même un temps, bon moment. 10, je trouve qu'il y a encore là un petit manque, on dirait. Ouais. Je reste sur mon appétit. Ok.
peut-être Mais même encore là, 12. tu sais, c'est 12. très arbitraire aussi. Là. Ouais. C'est c'est- c'est très subjectif. Allons, OK. Bon, j'avoue que je suis allé très fort là, avec les 20. Disons 12. Déjà Moi- là, je trouve que ça ajoute un peu, un peu de viande. Mais Ouais. tu sais, je pense que rendu là, la grille inversée, à un moment donné, on va devoir la tester. Je ne peux pas croire. Parce que la pression, quand même, d'une bonne partie des partisans est là. Euh, il y a de l'intérêt chez certains pilotes aussi. Je sais que Charles Leclerc a déjà mentionné qu'il était très intéressé par ce format. Mhm. Euh, les jeunes aussi en F2 connaissent tu sais, les futurs pilotes connaissent ce format-là. Donc, à un moment donné, eux, ça leur dérangera. Ouais. Tu sais, les vieux de la vieille, là, bon, je vais nommer même ton Alonso. Je ne sais même pas c'est quoi son opinion par rapport aux grilles inversées. J'imagine qu'il est moins tenté par ça. Parce Ouais. que lui, pour lui, c'est de la vraie course. Et le samedi pourrait servir à ça. Ça pourrait être une belle journée, cadeau, bonbon aux fans. Puis le Mhm. vendredi, ça pourrait juste être une journée importante, capitale pour le dimanche, pour intéresser tes fans et toute la masse de population pendant 3 jours. OK. Ah, c'est un bon point. En attendant, va chercher le calendrier 2022. Je vais te donner mon format à moi Parfait. qui m'intéresserait. Je vais t'expliquer pourquoi, en fait, après le calendrier. Moi, le format, ben, ce serait le même. Ce serait, par exemple, une séance d'essai avec les qualifications en fin d'après-midi, début de soirée pour mieux comprendre, en guise de compromis pour pas mal tout le monde. Ensuite, le samedi, ce serait le sprint avec, je dirais pas le tiers, mais 25%. Un peu comme dans les jeux de F1. Tu as 25% de la distance d'un Grand Prix et tu peux t'en servir comme sprint. Parce qu'à un moment donné, un tiers, c'est bien. 100 km, c'est bien. Mais à un moment donné, bon, peut-être au Brésil, on a été servi à cause de Lewis Hamilton. Mais à un moment donné, les pneus vont atteindre un certain pic. Donc, Ouais. si tu mettais le format sprint un peu plus court, ce qui serait bien pour, par exemple, rentrer dans une fenêtre de 30, même de 30 minutes, parce que je sais que ça a été la durée totale, mais par exemple, pour les diffuseurs, tu fais le sprint qui dure à peu près une vingtaine de minutes, les cérémonies, puis ensuite, merci, bonsoir, tu peux soit faire ton émission d'après-course ou bien passer à un autre, par exemple, s'il y a un match de hockey, tu pourrais passer directement au match de hockey. Donc, tu vois, puis en plus, pour les pilotes, ben, c'est vraiment clutch. Tu fais le sprint en quoi? Une dizaine de tours à peu près, puis Ouais. c'est réglé. Donc, moi, je pense que 25%, ce serait bien, mais je ne mettrais pas de grille inversée. Ce serait cool, mais je sais pas si ce serait nécessaire. Et évidemment, le Grand Prix, ce serait 100%, évidemment. Et le système de points, je donnerais le top 10. Le sprint, ce serait le top 10. Mais le vainqueur obtiendrait genre 10 points, le deuxième 9, le troisième 8, le quatrième 7, le sixième 6 et ainsi de suite, jusqu'à ce que le 10e marque le dernier point. Voilà le format que j'aimerais. Et puis, tout le monde part avec les pneus tendres. OK. OK. Donc, ça, ce serait mon format. Ce serait mon format. Maintenant, et là, c'est la dernière. Et ça, c'est quelque chose qui va être un peu plus difficile. Si jamais la Formule 1 devait. Maintenant, on est dans les chaussures de Ross Brown. On doit choisir 6 grands prix qui vont avoir le format sprint. Lesquels? Et Est-ce que pourquoi? tu me laisses aller aux toilettes avant? Moi, je vais Ça sera pas long. commencer par les miennes. 7 minutes à peu près. Ok, ben je pense que je vais avoir le temps de. Je vais vérifier ça en même temps. Je vais avoir une idée plus claire. Il va faire un Kimi Raikkonen 2006. Donc, moi, ce que je mettrais, en fait, les 6 grands prix.
je ne mettrai définitivement pas Monaco. Monaco, c'est à oublier. Melbourne. Moi, je mettrais Melbourne en premier parce que je trouve qu'avec la nouvelle configuration du circuit de l'Albert Park, ce serait un bon moyen de tester le format et les nouvelles voitures, comment ça va se dérouler. Donc, Melbourne serait mon premier choix. Le deuxième, ce serait Montréal, parce que c'était déjà prévu. Ben, c'est pas confirmé, mais c'était dans les plans d'organiser la course à Montréal avec le premier format sprint. Donc, ça, c'est clair que ce sera là. Le troisième, c'est Silverstone, parce que ça a fonctionné. Quel week-end ce fut pour la Formule 1? Alors, je le mettrais. Ensuite, le quatrième, ce serait le Grand Prix d'Italie. Parce que je sais que ça a été plate à Monza, mais si jamais les voitures donnaient un peu d'avantage, si les voitures de 2022 étaient plus faciles pour effectuer des dépassements plus faciles à suivre, ben moi je mettrais Monza. Ensuite, la cinquième course, ce serait aux États-Unis, à Austin. T'as tout un marché à les conquérir. Je ne mettrai pas Miami parce que je ne pense pas que ce serait nécessaire d'imposer un format tel quel, surtout dans le sens où, tu vois, plus j'y pense, plus je commence à être déchiré entre choisir Melbourne et Miami parce que il y a eu cette promesse comme quoi les premiers tours de roue en Formule 1 ne débuteraient pas avant 15 heures pour débuter en raison des activités de l'école, en fait, parce et pour éviter toutes sortes de trafic causés par le circuit du Hard Rock Stadium. Donc, moi, je pense que j'hésiterai entre mettre Melbourne et Miami comme première épreuve sprint. Et sinon, la dernière, je mettrais le Brésil, Interlagos. Ça a été très intéressant. Certes, Lewis Hamilton a donné le show, mais je crois que ce qu'on avait aussi, c'était très bon. Donc, je pense que Interlagos serait mon sixième choix. Naturellement, c'est à voir si on peut avoir éviter que le championnat se décide par le format sprint. Parce que c'est clair que le 23e Grand Prix ne sera pas une qualification sprint. Donc, moi, j'hésite entre Melbourne et Miami, mais je suis sûr que mes choix sont clairs pour Montréal, Silverstone, Monza, Austin et le Brésil. Donc, voilà mes choix en général. Marc-André, Ouais. donc, toi, tes choix. Bon, là, ça va être difficile. Il faut que je compte jusqu'à 6. Moi, un incontournable, Montréal. Je pense que ça Ouais. va donner un bon spectacle. Oui. Je suis un fan d'Austin, donc Oui. je crois que nous devons obligatoire la mettre. Là, je suis un peu départagé parce que je crois que Mexico aussi pourrait être un endroit intéressant pour ça. Mais en même temps, tu ne peux pas mettre non plus 2 grands prix de suite, bien sûr, avec ce format. Donc, on va garder Austin. Ensuite, je crois que Silverstone, tu dois obligatoirement le mettre. Ouais. Donc, il y en a un autre. Mon autre, j'avais pas le choix de départager aussi parce que je trouvais que Autriche est un endroit propice à avoir un tel événement. Très bon choix. Très bon choix. Malheureusement, il arrive comme après. Donc, mais je pense que ça vaut la peine de mettre 2 grands prix de suite avec une course sprint parce que pour moi, Autriche est un endroit qui serait magnifique pour ça. Donc, à voir parce que tu as comme 3 lignes droites. C'est assez intéressant. Je pense que ça peut offrir un bon spectacle. Donc là, j'étais rendu à 4. Monza, bien sûr. 5. Et peut-être le Japon. Là, non, parce que ça ne fonctionne pas, parce que là, j'aurais Japon et États-Unis. Ouais. Pourquoi pas Imola? Ah, Imola. OK.
Ouais, je pense que Imola. À la limite, ce serait mon sixième choix. Mais j'aime ton choix de Melbourne, honnêtement. Euh, j'ai hâte de retrouver ce Grand Prix-là. C'est, Mhm. j'ai tellement hâte. Et tu sais aussi, comme je disais pendant que tu étais faire ton Raikkonen 2006, j'ai expliqué aussi le fait que Miami, il y a eu cette promesse comme quoi les premiers tours de roue en Formule 1 ne doivent pas être avant 15 heures, avant 15 heures. Parce qu'évidemment, il y a l'école et le trafic aussi. Donc, moi, je me dis, ce serait propice d'avoir une séance d'essai à Miami et ensuite passer C'est avec vrai. la séance de qualification. Ouais. Comme ça t'évite de faire moins de troubles, en fait. Mais là, il reste. Mais c'est vrai, c'est une bonne idée. Maintenant, il va rester à voir si le spectacle peut être. Moi, j'ai bien aimé. Là, honnêtement, je suis quand même un fan du circuit. Selon l'image qui nous a été présentée, Mhm. maintenant, à voir qu'est-ce qu'il va nous offrir. Et tu vois, ça aussi, c'est un mystère de l'an prochain. Pourquoi j'aime la Formule 1, c'est pour ces petits bonbons-là qu'elle nous offre. Et Mhm. on va être servi l'an prochain. Là. Fait- Oh là là. Écoute, si c'était à Miami, j'espère que le sprint sera mieux que les Dolphins. Oui, je l'espère. Est-ce que tu serais intéressé de les prendre en note et pour qu'on puisse comparer dans quelques mois? C'est fait. C'est fait. Ok, super. Donc, c'est Parfait. noté. Donc, Good. évidemment, à la fin lors de notre revue de l'année, évidemment, je reviendrai là-dessus avec notre invité, que je ne dirai pas, en fait. Mais peut-être on lui dira. Peut-être. Ouais. On va voir ce qu'il en pense, notre invité. Exactement. Donc, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. On a une émission d'après-course ce dimanche, mais un peu plus tard, puisque bon, c'est le Grand Prix du Qatar. La course est quand même en matinée, aux heures habituelles, à 9 heures. Mais sauf que moi, je m'en vais supporter notre équipe de soccer, le CF Montréal, dans une finale. J'y serai aussi. Oh, yes, sir! Je me suis acheté des billets et je quitte le Saguenay, le froid Saguenay, pour Montréal. Le froid montréalais. Oh oui. Donc, On va être bien. Il devrait faire 5 degrés. ouais, mais avec la On pluie. est loin du moins 16 à Edmonton. Ice Teca. Le Ice Teca. Lance Stroll qui bat Je touche du bois en ce moment. Là. le pays de Lance Stroll qui bat le pays de Sergio Perez. Donc, oui, donc, et d'ailleurs, une bataille au Qatar. On en aura une entre les deux au Qatar, ça fit. Donc, notre émission d'après-course aura lieu dimanche, mais un peu plus tard dans la journée. Et évidemment, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, @le bulletin GP. Et notre plateforme, le podcast, est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, ainsi que sur bulletingp.com où vous pouvez lire les avant-courses et chroniques en lien avec le Grand Prix. D'ailleurs, il y en a un qui parle de Hamilton contre Verstappen et pourquoi c'est une des plus belles batailles que j'ai vues dans ma vie. Donc, c'est sur bulletingp.com. Et évidemment, il y a aussi le groupe Facebook F1 Québec que vous pouvez rejoindre si jamais ça vous intéresse de discuter dans le respect de Formule 1. Alors, et évidemment, Marc-André et moi, on y est. Alors, Oui. Marc-André, un énorme merci d'avoir été là. Ben, merci à toi, c'est toujours un plaisir de parler de vroom vroom, comme t'aimes si bien le dire. Et oui, donc, mais de toute façon, on va se reparler dimanche de Vroom Vroom. Oui. Est-ce que ce sera peut-être avec un Oh mon avantage? Dieu. Moi, je serai sûrement pas là, par contre. Je Oh! viens de penser à ça, je vais sûrement être sur la route. Ah, ben oui, c'est vrai. Donc, Ouais. peut-être que je serai seul, mais tu as bel et bien raison. Donc, peut-être que je serai... Peut-être que je... Bon, enfin, on verra Mais je ça. ne ferme pas la porte quand même. Ok. Ouais. Écoute, On verra. on verra cela. Donc, c'est un rendez-vous quand même dimanche. Donc, merci, Oui. merci à toutes et à tous d'avoir été là. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Et on se retrouve dimanche pour l'après-course et la semaine prochaine pour un autre épisode du bulletin GP. Salut tout le monde! Salut à tous.